Et on se retrouve dans la République LCI avec Roselyne Bachelot qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Nos républicains du jour, qui sont-ils? Muriel Reus, d'abord présidente du mouvement Femmes Avec, et Jean-Philippe Moinet, fondateur de la revue Civique, chroniqueur au HuffPost et à Atlantico. Julien Arnaud est également avec nous, comme tous les matins, fidèle au poste. Benjamin Amar de la CGT devrait nous rejoindre dans quelques instants, on l'espère en tout cas, parce qu'il y a des bouchons, figurez-vous, il y en aura d'autres. Pendant la grève de la SNCF, ça, on peut le prévoir. Oui, non, bah non, c'est pas encore les grèves, c'est les bouchons, il y en a déjà. Alors imaginez quand les grèves SNCF vont arriver. On a l'impression sur ce sujet d'un vrai dialogue de sourds entre d'un côté les syndicats et de l'autre la ministre Elisabeth Borne. Regardez. Le gouvernement n'a aucune volonté réelle de négociation. Je pense que certains syndicats ne veulent pas de l'ouverture à la concurrence. Cette grève n'est pas une grève corporatiste, c'est une grève pour l'avenir du ferroviaire. Donc ça, en effet, on va avoir du mal à se rejoindre. Après 3 passages en force, le gouvernement porte la responsabilité du mécontentement et du conflit. C'est l'intérêt des voyageurs, c'est l'intérêt de la SNCF et de ses salariés. Et alors, il y a beaucoup de grains à moudre. Avec du grain à moudre, on n'a vu ni le grain ni le moulin jusqu'à présent. En responsabilité, les organisations syndicales constatent que face à un gouvernement autoritaire, il sera nécessaire d'être en capacité de tenir un conflit intensif sur une très longue durée. Alors justement, comment ça va se passer ce conflit? Une grève du 3 avril au 28 juin, ce sont les dates annoncées pour l'instant. On vous le rappelle donc, 2 jours de grève sur 5 jours. Ça va se passer comme ça pendant 36 jours. Et on a regardé ce que ça pouvait donner, par exemple, parce que c'est un peu virtuel. Alors regardez concrètement. Si on prend un agenda pour le mois d'avril, les jours cochés ici sont les jours où il y aura grève. Donc si vous voulez voyager, vous devez faire attention à ça pour ne pas tomber sur ces jours-là. Pourquoi cette méthode, Muriel Reus, de la grève perlée? Vous nous avez parlé tout à l'heure d'une méthode innovante. Pourquoi, d'après vous, les syndicats ont choisi ça? Ils ont choisi ça parce qu'une grève, c'est fait pour faire pression sur l'opinion. Ouais. Donc voilà. Ils font un pari qui est de dire que les usagers vont se rallier. Moi, alors ça, on a beaucoup de mal à y croire. On verra, ouais. On verra, mais c'est vrai que cette façon d'organiser la grève est une façon de vraiment faire pression sur l'opinion. On voit quand même qu'il y a une vraie distorsion entre les propos tenus par le gouvernement et les propos tenus par les syndicats. Pour l'instant, le dialogue est égal à 0. Alors le dialogue, il essaie d'avoir lieu quand même. Il y a une réunion ce matin au ministère des Transports. La CGT devrait arriver dans quelques instants. Isabelle Gounin est sur place. Que peut-on attendre de ce rendez-vous, Isabelle ? Bien écoutez, effectivement, donc la CGT doit être reçue ce matin. Il y aura ensuite l'UNSA, la CFDT cet après-midi. Et effectivement, vous l'avez dit, la méthode est particulièrement paradoxale puisque d'habitude, ce sont les négociations qui ont d'abord lieu. Et à l'issue de ces négociations, les syndicats décident de la méthode à prendre et ici font grève ou non. Or, ici, on est dans un cas inverse puisque la grève a déjà été décidée. Alors évidemment, c'est un moyen de plus de peser justement sur ces négociations qui vont s'ouvrir. Donc on attend la CGT maintenant ici dans quelques minutes. Isabelle, vous restez sur place évidemment au ministère des Transports pour suivre cette réunion. Jean-Philippe Moinet, on voit bien la méthode. D'abord, on tape dur et puis ensuite on discute. Oui, c'est en fait la méthode de la non-discussion finalement. Les portes fermées, a priori. C'est une façon de venir armé, quoi, de venir avec un pistolet dans la ceinture. Effectivement, mais c'est vrai que ça contraste avec ce que nos voisins européens font, notamment les Allemands, parce que le sujet finalement du dialogue, de la culture démocratique appliquée aux questions sociales, ça existe dans d'autres pays. Et nous, ça fait 20 ans qu'on ferme des portes en les claquant et sans discussion. Donc là, je pense qu'après ces 20 ans, est-ce que le pouvoir va considérer qu'il faut aller vite dans cette réforme qui a sans doute trop... Quitte à passer en force. Quitte à passer en force, ou y aura-t-il une temporisation des arbitrages Michel-Michou, sachant qu'il y a aussi cette culture très française qu'on ne retrouve pas chez nos amis allemands, de la capacité à s'aveugler sur le financement, à savoir sur le déficit des entreprises comme de l'État. C'est-à-dire qu'il y a une sorte une culture de l'irresponsabilité financière, comme si les choses étaient abstraites. Or, sur le sujet, c'est quand même qui paye ces 50 milliards d'endettement. C'est le contribuable. C'est le contribuable qui va payer. Ce sont les usagers clients. Quand on voit d'ailleurs, cette entreprise est à 30% plus chère que
nos voisins européens. La dette, c'est 46,6 milliards et il y a environ 3 milliards de pertes annuelles, ce qui explique le creusement de cette dette. Vous avez entendu l'expression du grain à moudre, elle a été employée tout à l'heure par Elisabeth Borne et moquée un peu par un représentant syndical. Le grain à moudre, c'est la marge de négociation possible. Pourtant, il y en a. C'est ce qu'affirmait hier soir dans le 20h Guillaume Pépi. C'est d'abord une mauvaise nouvelle, c'est une mauvaise chose pour les 4,5 millions de Français qui prennent le train tous les jours. La grève, elle est un peu décalée par rapport à la concertation qui est engagée. Il y a déjà eu une vingtaine de réunions et il y a encore, tenez-vous bien, 70 réunions à tenir dans les 3 ou 4 mois qui viennent. Il y a énormément de grains à moudre. Alors Muriel Réus, les syndicats, ils se moquent un peu de ça. Ils disent oui, il y a des dizaines de réunions prévues, mais enfin, si c'est pour se réunir pour rien dire, franchement, ça sert à rien, quoi. Oui, alors il faut rappeler que les syndicats étaient divisés sur la négociation, mais ils sont réunis sur un point essentiel qui est le statut à l'embauche. C'est vraiment là-dessus qu'on bloque. C'est vraiment sur le statut du cheminot à l'embauche. Vous pensez que c'est là-dessus que tout se joue en réalité, que tous les autres arguments sont un peu des faux semblants? Non, c'est vraiment là-dessus que tout se joue. Enfin, moi, je pense que c'est là-dessus que tout se joue en réalité. Alors bon, c'est un marqueur du gouvernement. La rénovation et le changement à la SNCF. Donc, on s'engage dans une lutte qui est très forte parce que Macron, a priori, ne devrait pas céder devant ce symbole que sont les syndicats. Alors que Pépi, lui, il veut faire un pacte. Il veut faire un peu comme la Poste l'a fait en 2015. Ouais. Il aimerait mettre en place un pacte d'entreprise. Il le dit, la négociation n'est pas terminée, elle doit perdurer, etc. Donc là-dessus, on va réussir sûrement à revoir un certain nombre des fondamentaux. Mais c'est vraiment sur le statut que ça bloque. Julien. Oui, sur cette expression grain à moudre, la fameuse expression, c'est Bergeron, le leader historique de la CGT, qui avait utilisé cette expression, et le gouvernement l'a employée sur toutes les grandes réformes. On se rappelle la loi travail, c'était le mot qui tournait en boucle, là aujourd'hui sur la réforme SNCF. Et tout à l'heure, vous parliez, Muriel Réus, des usagers. Quand on entend effectivement la CGT ou les autres leaders syndicaux, on peut se dire l'opinion n'est pas prête de les rallier, franchement. Je trouve que l'expression ce matin utilisée par la ministre Elisabeth Borne en disant « les syndicats ont choisi, grève 3 jours sur 5, moi la négo, c'est 7 jours sur 7. Ma porte est ouverte. En gros, on dit, oui, Banco, c'est elle qui tient le lead, finalement. Non, mais moi, je pense que les syndicats jouent... C'est pas la bonne méthode. C'est plus la bonne méthode, les grèves, si vous voulez. Parce que si vous rentrez réellement dans le statut, bien sûr qu'il y a des choses qui sont incompréhensibles. L'emploi à vie, des grilles de salaire et de rémunération qui sont construites, donc des carrières rectilignes, ce qui n'est même pas très, très bien pour les gens qui rentrent dans cette entreprise. C'est une vie qui est tellement alignée, qui ne correspond plus du tout à ce qu'on a envie de vivre aujourd'hui. Enfin, vous rentrez à la SNCF, vous savez déjà, dans 3 ans, dans 5 ans, vous allez être noté, vous allez gagner tant. Enfin, quelque part, c'est bon. Je suis sûr que ce soit très, très stimulant. Si vous rentrez quand même, il n'y a pas de cheminots qui gagnent plus de 3 000 euros. Enfin, il y en a très, très peu. 60% des cheminots gagnent moins de 3 000 euros bruts par mois. Oui, ils ne sont pas des nantis, évidemment. On ne va pas dire que ce ne sont pas des nantis. Ce sont des gens qui passent des week-ends en dehors de leur foyer, qui ne voient pas régulièrement leur famille. On ne peut pas dire que leur vie soit un rêve absolu. Il ne faut quand même pas exagérer. Sauf que là, cette méthode qui est de dire on se met en grève, et on se met en grève sur des périodes qui sont ciblées. Les usagers sont déjà exaspérés avant que la grève ait commencé. Donc les cheminots devraient... Enfin, moi, je pense qu'il vaudrait mieux être dans la pédagogie, dans l'explication de ce que représente réellement ce statut. Si on veut s'attirer la compassion, en tout cas la sympathie des usagers, c'est vraiment pas la bonne méthode. Le calendrier, on va le revoir peut-être pour le mois d'avril, histoire que vous preniez un petit peu le temps de noter exactement les dates pendant lesquelles il faudra éviter de prendre le train. Alors, sur les usagers, Guillaume Pépi promet que des mesures d'accompagnement seront mises en œuvre. On écoute le président de la SNCF, toujours hier à TF1. On va faire 2 choses que j'ai demandé aujourd'hui à mon équipe. La première des choses, c'est un engagement simple. Il faut que chaque jour, à 17h, la liste précise des trains qui vont circuler le lendemain soit connue, soit publiée pour que les choses soient complètement transparentes. Et la deuxième chose, c'est qu'il va falloir tout faire pour accompagner nos voyageurs en trouvant des solutions d'acheminement. Aujourd'hui, il existe du covoiturage. Il va falloir aussi qu'on mobilise des bus, des cars, des VTC. En tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est qu'on sera complètement mobilisés dans cette période. Et les mesures d'accompagnement au transport, ça marche visiblement parce que tout le monde arrive sur ce plateau. Figurez-vous, Roselyne Bachelot vient de nous rejoindre. Salut Roselyne. Et Benjamin Amar aussi. Le voici, le patron de la politique revendicative de la CGT.
dans le Val-de-Marne en tout cas. Bonjour Benjamin Amar, Bonjour. Merci de nous rejoindre, représentant donc de la CGT. On va évoquer cette grève à la SNCF. Est-ce que vous faites confiance à Guillaume Pepy et au gouvernement quand ils disent oui, il y a du grain à moudre, et pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le temps de discuter et de négocier avant de commencer par se mettre en grève et d'embêter les usagers? Alors d'abord, je rappelle que cette musique du gouvernement, c'est pas la première fois, le jukebox commence à se rayer. Sur le grain à moudre, on voulait dire? Oui, c'est toujours la même chose. Sur les ordonnances, ils nous ont fait la même histoire. Ils l'ont redit à plusieurs fois. C'est-à-dire qu'ils proposent des textes explosifs. Ils proposent des textes complètement transgressifs. Ils proposent des textes dont ils savent pertinemment qu'ils vont à l'encontre de ce que préconisent les syndicats. Et ensuite, ils nous disent, mais attendez, mais pourquoi vous vous énervez tout de suite? Il y a de la concertation. Je vais vous dire, la CGT, elle a une petite expérience. Je rappelle que mon organisation syndicale a 120 ans, que la négociation, c'est ça le problème. Mais alors écoutez, ce serait très étonnant ça. Je savais pas que justement l'expérience était un défaut. Je ne pense pas. Et mon organisation syndicale. Du temps des locomotives à vapeur. Pardon? Du temps des locomotives à vapeur. Du temps surtout du capitalisme industriel qui n'a pas beaucoup changé. Ah bon? Et en tout cas dans son mode de fonctionnement, quand je regarde dans un dictionnaire, il est toujours fondé sur la recherche effrénée du profit et sur le rapport de force sociale. Donc, on sait très bien à la CGT, historiquement, qu'on négocie avec le rapport de force. Voilà. Alors, attendez, surtout que je vais vous dire un truc. Nous, on a une petite expérience des propositions qu'on communique au gouvernement. Je rappelle que nous avions, sur les ordonnances, par exemple, travail, nous avions donné un document de 15 pages. Pas une proposition n'avait été retenue par le gouvernement. Drôle de grain à moudre. Là, la CGT cheminot a proposé un document de 70 pages. Et il a fallu qu'on fasse le forceps pour que Édouard Philippe accepte justement de recevoir la CGT pour que nous présentions ces propositions. Mais attendez, on va bien voir. Mais je vais vous dire, je veux bien parier à un resto avec qui que ce soit ici, que les propositions de la CGT ne seront pas retenues par ce gouvernement. Parce que ce gouvernement, il a une feuille de route. Et cette feuille de route, elle s'appelle privatisation et casse du statut cheminot. Et en plus, elle ne résoudra rien, ni économiquement, et en plus, elle aura une incidence sociale insupportable. Que dites-vous aux usagers? On a vu le calendrier tout à l'heure, peut-être on peut le revoir, le calendrier du mois d'avril, où les usagers, 4,5 millions de personnes qui prennent le train et qui se disent comment je vais faire, moi, combien de temps ça va durer? Ça va être un cauchemar. Benjamin Amar. Je vais vous dire le cauchemar. Vous savez, c'est toujours pareil. Vous connaissez, moi j'adore ce proverbe chinois qui dit le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Moi je ne voudrais pas que les salariés... C'est pour Julien Arnaud pas du tout. Montre le doigt. Non, certainement pas. C'est pour tous les usagers qui seront dans les galères pendant 2 mois peut-être. C'est pour avertir justement les salariés de ne pas tomber dans le panneau. Le cauchemar, il va arriver si par hasard on arrive au bout de la logique, parce que le bout de la logique, c'est la privatisation. Quand on transforme 2 des EPIC c'est la mise en concurrence, ça c'est en sûr. Société anonyme, on va vers la concurrence et la privatisation. Eh bien ça a déjà été fait dans certains pays. En Grande-Bretagne, la British Railway a été privatisée. Eh bien figurez-vous que les Anglais payent 6 fois plus que les Français le fait d'aller sur leur lieu de travail avec les transports en commun. Les Britanniques y consacrent 14% de leur budget contre 2% pour les Français. Ça, c'est la privatisation. Donc la question, elle est de savoir. Bien sûr que, excusez-moi, juste je termine ça. La CGT, bien évidemment, elle va défendre avec l'intersyndicale son projet de défense du rail fermement. Alors ça va passer par un mouvement. Bien sûr, il va y avoir des perturbations, mais la question est de savoir qu'est-ce que l'on veut à la fin. On veut justement un système ferroviaire de qualité sous le contrôle public, avec des prix et un rapport qualité-prix qui soit très intéressant, ou pas. Je rappelle qu'il y a une étude qui a comparé au niveau européen les systèmes ferroviaires européens. C'est une étude qui est parue il y a peu de temps et qui plaçait la SNCF, en fonction des critères de rapport qualité-prix, en fonction des critères de ponctualité et de sécurité, au 3e échelon, à la 3e place, au niveau européen. Ça, c'est factuel. C'est pas tout le baratin qu'on a entendu sur les cheminots depuis des semaines. On va écouter Danielle Obono d'abord, de la France Insoumise, qui était ce matin avec Marie Chantrey, qui explique que d'après elle, en tout cas, le gouvernement a fait un travail de sape auprès de l'opinion. Écoutez. Mais écoutez, je pense que l'opinion, elle se travaille. Le gouvernement, elle a travaillé dans un sens extrêmement négatif pour les cheminots. On a entendu tout et n'importe quoi. On remarque quand même que les annonces faites au Conseil des ministres n'abordent pas la fameuse question des soi-disant privilèges des cheminots. On voit bien qu'il y a eu toute une opération d'enfumage pour stigmatiser les cheminots. Jean-Philippe Monet. Oui, vous évoquiez le prix pour l'usager en Grande-Bretagne, mais pourquoi une entreprise publique qui marche si bien
selon vous, qui a ce statut formidable qui remonte à 1920, et 1937. Et 30% plus cher que nos voisins, par exemple allemands, pour l'usager déjà, et surtout endettés depuis une vingtaine d'années, arrivant à... C'est ça le problème, Benjamin Amar, c'est le montant de la dette. Mais je voudrais, 46 milliards. J'adore cette question. Je vous remercie de l'avoir posée. Et je vous en prie. Alors, excusez-moi, je vais vous donner un exemple très précis. Moi, je vais vous répondre. Je vais vous donner une réponse extrêmement précise, monsieur. Il y a une ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux. Cette ligne à grande vitesse, elle devait faire l'objet d'un partenariat public-privé avec l'entreprise Lyséa, qui est une filiale du groupe Vinci. Dans le deal de départ, l'entreprise Lyséa devait financer l'entièreté de la ligne pour un coût de 7,5 milliards. Finalement, l'entreprise a dit non, moi je ne paierai que 2,5 milliards. Manque 5 milliards. Devinez qui est passé à la caisse? L'État. 5 milliards. Voyez-vous, c'est ça qui fait que les choix aberrants sur le TGV, la prépondérance au TGV, qui ont creusé le déficit de la SNCF, c'est ça. Autrement, les cheminots. Mais si c'était les cheminots le problème, monsieur, je vous rappelle qu'entre 2005... Attendez, laissez-moi, mais moi je vous donne... Oui. Moi je vous donne des explications. Vous avez votre... Benjamin, attendez, non, mais j'ai mes explications. Les erreurs, elles ont été commises par une entreprise publique. Mais alors c'est quand même... non, mais attendez, pourquoi continuer avec un modèle qui a fait tant d'erreurs? Attendez, l'État est tout à fait capable de gérer des... Je voulais que je vous donne des exemples de gestion publique qui sont excellents. Oui, non, mais là, et donc, ça signifierait qu'il faudrait privatiser. Eh bien, écoutez, regardez ce qui s'est passé en Grande-Bretagne quand ça a été privatisé, et vous me direz si ça la solution. C'est pas la privatisation. Maintenant, si, bien évidemment que si. Bien évidemment que si. C'est une société à capitaux entièrement publique. Non, mais là, en Grande-Bretagne, quand on est passé à la privatisation, la sécurité s'est effondrée, et les prix ont explosé. Ça va beaucoup mieux sur le plan de la sécurité en Grande-Bretagne depuis pas mal d'années, et mieux qu'en France. Sur les prix, attendez, excusez-moi, sur les prix et sur la ponctualité, ça n'a pas bougé. Je vous rappelle que le train Brighton-Londres, qui est une des principales lignes en Grande-Bretagne, n'a pas été une seule fois à l'heure en 2015. Muriel Réus. Voilà. Bon, écoutez, moi je vous écoute, mais quelle énergie! Ça on connaît, hein. C'est pour ça qu'on l'invite. Il faut en avoir. Mais dites-moi. Vous tournez pas trop Muriel Réus, s'il vous plaît, parce que vous l'écoutez, mais vous ne regardez pas. Vous voudriez pas, à un moment donné, tester une autre méthode? Mais je vous en prie. Non, mais tester une autre méthode. Je suis tout oui, madame. Non, mais que celle de la grève, que celle de mettre systématiquement les usagers dans cette position-là. D'accord. Alors, donnez-moi-en une, alors. Donnez-moi-en une. Comment vous comptez rallier l'opinion à vos désirs, à vos négociations, à vos objectifs? C'est impossible. Vous allez mettre des gens... J'écoutais ce matin, dans la radio, une mamie, ça fait partie des usagers, qui disait, moi j'ai organisé ma vie pour que mes petits-enfants viennent passer les fêtes avec moi, en tout cas les vacances avec moi. Aujourd'hui, on ne peut plus faire de projet. Est-ce que vous vous rendez compte que vous perturbez... Vous vous en rendez compte, bien sûr, parce que sinon vous ne le feriez pas. Que vous perturbez la vie des citoyens au quotidien. Mais testez une réponse en 10 secondes, s'il vous plaît, Benjamin. Madame, j'adore j'ai beaucoup de... Ça m'amuse beaucoup d'entendre ces inquiétudes sur la manière dont on va adhérer l'opinion, dont on va faire en sorte que l'opinion adhère à nos idées. Je vous rappellerai, madame, que sur les ordonnances Macron ou sur la loi El Khomri, 70% des Français étaient d'accord avec nous. Je vous rappellerai également qu'au moment du mouvement sur les EHPAD et dans la ferroviaire, dans la pénitentiaire, 60% des Français étaient d'accord avec nous. C'est l'un des sujets traités évidemment largement par la presse ce matin, la presse qui est épluchée, comme toujours, par Natacha Polony. Natacha Polony sans filtre comme tous les matins. Natacha, est-ce que le sujet ferroviaire est le sujet principal de la presse ce matin? C'est plutôt la guerre froide. C'est un des sujets, mais c'est vrai que la question de la guerre froide et des tensions internationales est toujours aussi présente dans la presse. Le Parisien y consacre même sa une. Vous comprenez, Le Parisien, qui est quand même un journal qui d'habitude ne titre pas sur les problèmes de géopolitique, eh bien là, la guerre froide n'est pas finie. Vladimir Poutine, nous dit Le Parisien, est le méchant de l'histoire, mais il adore ça. La Russie est la patrie des échecs. Poutine est le maître du jeu, grâce, nous dit Le Parisien, à ses coups interdits. Alors, il y a même une grande interview de Boris Johnson qui est scandalisé, qui parle de cette tentative d'assassinat dans une ville britannique. Alors, on ouvre Le Monde et on trouve un petit article. L'Europe veut contrer les espions turcs sur son sol. Oui, parce qu'il n'y a pas que la Russie qui joue aux barbouzes. En fait, c'est assez répandu. C'est une habitude, c'est déplorable, mais c'est comme ça. Souvenez-vous, en 2013, de l'assassinat de 3 responsables du mouvement kurde de France. Absolument. Et en fait, l'article nous dit que ça n'arrête pas. Des espions turcs, il y en a partout. Mais sauf qu'en 2013, Recep Erdogan était encore un allié, donc...
Ça a fait moins de bruit. Alors, l'opinion titre sur le toxique Monsieur Poutine et souligne le refus, surtout d'Emmanuel Macron, de diaboliser la Russie. Parce qu'en fait, il y a débat, et c'est ça qui est très intéressant, mais la politique d'Emmanuel Macron n'est pas celle qui correspond aux positions prises par l'ensemble des autres pays, même s'il a condamné, évidemment, l'action contre cet ex-espion russe. Mais surtout, il y a des questions économiques. Il y a un contrat gazier dans le Grand Nord qui implique Total, qui fâche d'ailleurs beaucoup les États-Unis. Et les milieux d'affaires français sont plutôt favorables à une amélioration des relations. Il y en a même un qui dit « La France ne va quand même pas renoncer à faire du business avec la Russie », alors que même Theresa May ne prend pas de sanctions économiques contre elle et que Londres abrite tous les oligarques que l'on sait. Évidemment. Il ne faudrait quand même pas être complètement idiot. La City est déjà pas en très bonne posture. Si tous les oligarques s'en vont, ça va faire mal. Voilà. Et nous, en revanche, avec les sanctions, notre agriculture a encore un peu plus plongé. Exactement, donc là, si on arrête les frais... Alors, il y a un autre article, c'est sur le Figaro Vox. Il est signé de Laurence Daziano, maître de conférence à Sciences Po, qui propose ça. Et si on faisait la paix avec Poutine ? Tiens donc. Alors, elle parle de la nécessité aujourd'hui, dans cette ambiance de tension, d'une diplomatie de paix. Elle explique que la Russie est obsédée, en fait, depuis Pierre le Grand, par la crainte de l'encerclement. Ouais. Et qu'il y a eu une destruction de cette confiance qui s'était nouée dans les années 1990. Eh bien, destruction à cause de la marche forcée, de l'expansion de l'Union européenne, de l'OTAN. Vous savez, l'Ukraine, la Géorgie, candidate à l'Union européenne. Et donc, elle explique qu'il faudrait tenir compte des intérêts respectifs des Européens et des Russes. Et donc, elle dit, voilà, il faudrait un accord de paix en Ukraine avec neutralisation du pays, un plan de paix en Syrie sur le modèle de la Bosnie, un traité de désarmement nucléaire, des accords économiques et énergétiques. Alors ça, c'est très intéressant, mais c'est dans un monde idéal où l'Europe serait indépendante des États-Unis. C'est pas tout à fait le cas encore. Non, pas vraiment. Nous dites-vous ce matin, Natacha, il n'y a pas que les humains qui ont des pulsions agressives. Oui, le magazine M nous explique qu'aux Pays-Bas, la justice n'est pas pour les chiens, enfin pas encore pour les chiens. Il y a un débat à la Chambre des députés pour un procès équitable pour les chiens méchants. Alors, et oui, les chiens méchants qui mordent des êtres humains, souvent des enfants d'ailleurs, ils sont en général euthanasiés. Eh bien, les amis des animaux, les défenseurs des bêtes et les associations de propriétaires protestent et portent les affaires en justice et essayent d'empêcher cette euthanasie. Pour l'instant, il n'y a pas encore de solution, mais on sent bien que ça va devenir un véritable problème et que les charmantes petites bêtes, eh bien, il va falloir les entretenir quand même. C'est en train de monter. Oui. Retour également, Natacha, ce matin dans la presse sur les manifestations de retraités hier. Oui, alors c'est vrai qu'ils ne sont pas venus en masse, 10 000 personnes, c'était pas énorme, mais ça passionne quand même. Pourtant, eux, ils ne perdent pas de salaire quand ils manifestent. Non, mais ils n'étaient pas là. Alors, dans l'opinion, Nicolas Bétou explique la réalité, c'est que si la communauté du troisième âge sait globalement que la vie des jeunes est aujourd'hui plus difficile, aucun retraité ne pense qu'il lui revient à lui personnellement d'amputer ses revenus pour ça. La réalité, c'est qu'il n'est jamais bon de monter une catégorie contre une autre pour justifier une réforme. Le gouvernement l'a compris en prenant bien garde, par exemple, de ne pas traiter les cheminots de privilégiés. Sage concept. Je vois Benjamin Hamar qui sourit. Je savais que ça lui ferait plaisir. Dans Sud-Ouest, Bruno Dive écrit « Le gouvernement n'a quand même pas mis la barre très haut pour exonérer les plus modestes ». Et enfin, alors que les EHPAD manifestent également, le pouvoir n'a pas pris le soin d'expliquer à quoi pourrait servir cette hausse. Par exemple, simple hypothèse, nous dit Bruno Dive, à financer la création du 5e risque, celui de la dépendance, ça pourrait être utile. Mais donc on comprend bien qu'il y a un problème, en fait, déjà d'explication, un problème politique. Dans le courrier Picard, Michael Tassard explique. Il n'empêche qu'Emmanuel Macron va devoir calmer la colère des retraités qui n'auront pas la patience d'attendre la baisse puis la suppression de la taxe d'habitation pour retrouver leur pouvoir d'achat d'avant Macron. Il a déjà l'image du président des villes, président des patrons. Il ne voudra pas ajouter celle de présidence des actifs du secteur privé. À ce rythme-là, le portrait robot de son électeur type va vite être tracé. Et alors, c'est surtout Cécile Cornudet, l'analyste des Échos, qui explique il faut faire de la politique, mais l'exécutif manque de politique. Emmanuel Macron, qui visiblement est tout seul pour faire ça, reprend les déplacements de terrain pour assumer, expliquer, rassurer sur la CSG, les 80 km/h, les petites lignes, les fermetures de classes. D'ailleurs, Le Monde titre « Macron en immersion pour défendre ses réformes ». Donc il va aller se promener, il va rencontrer des Français. On ne sait pas très bien si l'immersion va donner quelque chose. L'article du jour, et là aussi, il est question d'immersion. Oui, parce qu'il y a quand même des
ministres qui font de la véritable immersion. Alors, vous ne connaissez certainement pas Delphine Gény-Stéphan. Pas bien. Non, et je vous annonce qu'elle est secrétaire d'État à l'économie auprès de Bruno Le Maire. Bon, eh bien, le Figaro Économie parle de l'opération Paupiette de Delphine Gény-Stéphan. Il y avait une chanson comme ça, Paulette, la reine des Paupiettes. Voilà. Ouais. Alors, en fait, c'est une action très très noble. Figurez-vous, ce matin, la secrétaire d'État est dans la boucherie-charcuterie-traiteur Dula de Saint-Pierre-le-Moutier, dans la Nièvre, parce que c'est la semaine de l'artisanat et que donc elle participe à l'opération Artisan d'un jour. Elle ira préparer de la paupiette de veau. C'est quand même assez fabuleux parce que justement le boucher charcutier explique qu'il y a des belles choses, même dans des endroits reculés, qu'il faut venir voir. Le problème, c'est qu'à l'intérieur des paupiettes, il y a de la farce. Oui, alors là, en l'occurrence, c'est pas vraiment une farce parce que c'est pas drôle. Il y a surtout une difficulté à recruter du personnel qualifié. Oui. Mais bon, si ça peut servir à quelque chose, faire parler de l'artisanat, eh bien tant mieux. Allez, vive la paupiette. Merci beaucoup Natacha. Merci à tous. Vous restez avec nous. La République LCI, ça continue juste après le journal.